Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Lune, le podcast qui donne voix aux artistes pour parler de leur vraie vie. Aujourd'hui, je vous emmène discuter avec Noshka, chanteuse à l'univers plutôt sombre et mélancolique. Vous allez voir qu'elle touche à tout, de la production de la musique elle-même, en passant par la réalisation de ses clips, jusqu'à même la création de ses propres vêtements. Elle a su créer une vraie communauté autour d'elle, d'abord en proposant du contenu chaque semaine sur les réseaux sociaux, ça c'était il y a quelques années, puis elle a notamment participé à The Voice, expérience nuancée, vous verrez. Pour donner un peu de contexte, j'ai enregistré cet épisode en avril 2024, donc ça commence à remonter un peu. Effectivement, cette dernière année, ça a été un peu fluctuant pour moi. J'ai eu des périodes très intenses où j'ai eu plein de projets qui sont arrivés d'un coup auxquels je m'attendais pas du tout, et des périodes beaucoup plus creuses. Et en fait, dans les deux cas, j'ai pas su jongler psychologiquement entre toutes ces phases, et m'auto-donner un cadre pour ce podcast, ça a été très compliqué, mais j'ai pas du tout envie de lâcher cette émission. Donc voilà, je sors cet épisode très en retard, mais il est à vous aujourd'hui. Et donc pour revenir à mon invitée, elle a été hyper productive cette année, puisqu'elle a sorti notamment l'album dont elle parle dans l'émission, donc dont elle parle au futur, mais qui est déjà sorti. Et elle a même sorti la deuxième partie de cet album, et la suite arrive très très vite. Je tenais vraiment à faire cette émission avec Noshka, je l'ai rencontrée il y a plusieurs années, c'était une amie d'amis au cours Florent, je l'ai suivie sur les réseaux sociaux, j'ai vu son contenu qui sortait toutes les semaines, et j'ai vu son évolution qui était assez époustouflante. Elle s'est vraiment forgé un caractère public, elle s'est créée une image assez forte au fur et à mesure du temps, et j'ai pu assister à ses premiers concerts. Donc voilà, ça me paraissait assez évident de l'inviter. Merci au passage à mon pote Mathis Del qui m'a aidé sur le tournage, et je vous souhaite maintenant une bonne émission. Mais t'as l'habitude en vrai de faire des interviews comme ça ? J'en ai fait un petit peu. Ok. Le truc c'est que c'est très standard, c'est très t'as 40 minutes, on te pose plein de questions, tu dois répéter la fin de la question dans le début de la phrase, et Ok. puis c'est vraiment avec 15 personnes assises en face de toi et Ok. du coup t'es un peu gêné. Le jour où on est 15 derrière la caméra. Et c'est un clap, on commence l'interview. Bonjour Noshka, Bonjour Mathis. comment ça va ? Ça va et toi? Trop bien. Alors du coup, juste pour commencer l'interview, je sais que hier t'étais en tournage. Oui. C'était quoi ce tournage et voilà, comment ça s'est passé ? Alors en gros hier j'ai fait un tournage pour mon clip de Lily Rose. Ouais. Et j'avais proposé à des abonnés Insta de s'inscrire, et on a sélectionné avec un tirage au sort une quinzaine. Et du coup, l'idée, c'était de reproduire un petit peu ce qui se passe sur scène quand je chante Lily Rose, et qu'il peut y avoir des flashs, et un truc hyper chaleureux, et l'échange entre justement moi et le public. Et du coup, on a reproduit ce truc, et eux, ils ont vécu le moment en avant-première avec le morceau, etc. C'était très chouette, mais c'était fatigant, parce que j'avais pas beaucoup dormi avant pour préparer. Parce que du coup, c'était la première fois que tu faisais ce genre de dispositif ? Ouais, le fait d'inviter du public. Enfin, Mhm. des abonnés et tout. Ça, je l'avais jamais fait avant. C'était impressionnant au début parce que sur scène, en concert, ils sont déjà plus loin. Et il y a un micro, il y a tout le reste. Et là, il y avait l'instru qui défilait et j'étais a cappella et c'était assez particulier. Puis, ils étaient hyper proches de moi. Donc, c'était très impressionnant au début. J'étais là, je me sens vraiment hyper observée et tout. En plus, ils avaient leur flash. Et au début, ils étaient vraiment en rond. Et on se disait, mais ça fait vraiment, tu sais, genre comme des gens qui veulent harceler quelqu'un en primaire. C'était un peu impressionnant, ouais. Tu disais que t'avais pas trop dormi pour préparer tout ça. Qu'est-ce que t'as fait exactement en prépa ? Alors j'ai cousu les vêtements. Normalement, c'est plutôt des vêtements que je récupère et que je couds un peu dans tous les sens, tout ça. Là, je suis vraiment partie de zéro avec du vinyle. C'est hyper dur à coudre, je savais pas faire ça. Et puis, je pense l'excitation et la hâte et le stress aussi, justement de faire venir des gens qui normalement sont assis ou dans le public et pas sur le plateau. J'ai fait une journée et l'autre sans dormir. J'ai enchaîné. Mais du coup, après, hier soir, j'étais vraiment KO. Oui. Ok. Donc tu es en pleine forme pour cette interview, c'est En parfait. pleine forme pour cette interview. Ok, très bien. Non mais du coup, effectivement, moi je voulais déjà commencer par évoquer la quantité de trucs que tu fais. Parce que donc là, tu fais de la musique, c'est pour ça que je t'interviewe aujourd'hui. Mais effectivement, tu fais aussi de la création de vêtements. Je sais que tu es très investi dans tout l'audiovisuel en sens général, Ouais. pour tes clips, pour les réseaux, etc. Comment est-ce que toi, tu te décrirais en tant qu'artiste ? Je pense que c'est un truc un peu hybride, dans le sens où c'est comme tu dis, il y a toutes les formes d'art quasiment qui me touchent. Et en plus, si je m'essaye à une nouvelle forme d'art, je sais que je vais l'épouser à fond. En fait, j'ai des phases où je fais vraiment genre une fixette sur un truc.
récemment, c'était de faire des lyrics vidéo pour les titres de mon projet, mais de les faire comme si c'était un comics. Et du coup, je les dessine sur une tablette. Et en fait, au début, je me disais, ok, je vais juste faire des petits trucs et je demanderai à quelqu'un de le faire. Et en fait, j'ai pris la passion de le faire. Et du coup, je fais des mini-animations et je le fais à fond. Je pense qu'il y a vraiment un truc hybride et touche à tout, avec la musique, le cinéma, la mode, le dessin qui revient. Et ça me permet d'exprimer des choses que je vais pas forcément réussir justement à dire avec des mots. La musique reste la majeure partie de ta vie aujourd'hui quand même. Ouais. Okay. Il y a l'écriture, je pense, parce que j'écris aussi pas mal de choses, genre des scènes, je sais pas trop où ça va, si c'est pour une écriture genre de roman ou de scénario. J'écris beaucoup d'échanges, de dialogues, de trucs comme ça. Et pour l'instant, c'est la musique qui est la plus naturelle et surtout qui va le plus vite. Parce qu'écrire une chanson, ça peut être plus rapide que d'écrire un film. Tout à fait, mais du coup ça c'est pareil, c'est un besoin que t'as, que ça aille vite, que les choses avancent et que t'aies pas l'impression de stagner. Ouais, j'aime quand ça avance et en même temps je sais que quand ça prend du temps, sur le moment c'est un peu frustrant mais c'est quand même savoureux après. Typiquement quand je sors un morceau, je me rends compte que j'ai trop hâte qu'il sorte, mais à partir du moment où il sort, je veux plus l'écouter et je me dis mince bah voilà c'est fini, alors qu'en fait non, je vais le vivre sur scène, je vais le partager et tout, mais ouais j'ai toujours ce truc où j'ai toujours hâte mais en même temps il faut que j'apprenne à profiter du moment où justement je tease, je partage, et parce que c'est ce moment là en fait qui est trop cool. Mais donc ça avance quand même suffisamment vite pour toi en ce moment En ce moment c'est la course. Ouais. Mais si ça peut aller plus vite, je veux bien aussi. À tous les niveaux, même niveau réseau et tout, t'as l'air de t'en sortir. Ouais. T'avais quand même une belle communauté. Ouais, sur les réseaux, c'est super chouette. Ça dépend des réseaux. Il y a des réseaux dont les algorithmes... où je connais moins les algorithmes, ou bien ils changent tout le temps. Et du coup, j'ai du mal à jongler. Moi, j'adore aussi créer du contenu. Mais c'est vrai que... il y a des moments où j'ai des grosses phases d'inspiration et des moments où je suis dans le vide et je me dis mais là j'ai envie de partager des choses et tout mais je sais pas comment ni quoi. Et il y a un petit nombre de gens qui est vraiment là tout le temps et ça du coup c'est hyper encourageant. Parce que je sais que si je partage quelque chose, je sais qu'il y aura toujours une vingtaine de personnes qui vont être bavardes et réagir, et je sais que derrière il y a une centaine de silencieux et que en fait ça se trouve il y en a plein d'autres et je le sais même pas, mais ça du coup c'est hyper encourageant. Ça te met jamais la pression du coup quand même la quantité de gens qui te suivent? Non, parce que je réalise pas trop. Ok. Je crois. C'est marrant parce que je trouve que les gens qui me suivent, c'est des gens, quand j'étais au lycée, j'aurais jamais imaginé par exemple échanger avec eux, je pense. Et je me rends compte que en fait ce que je dis, ça attire des gens qui sont pas forcément à la base dans mon univers ou même juste ma génération. Et du coup, j'apprends aussi à communiquer avec tout le monde, du coup. Et à être hyper ouverte à tout, à baisser un peu mes préjugés et à vraiment juste avoir une espèce d'amour inconditionnel pour les gens qui me donnent de l'amour de manière inconditionnelle aussi. Mais oui, si on me les met tous devant moi, je vais être extrêmement gênée. Mais quand c'est dans le virtuel, en fait... Puis en plus, c'est un truc, ça s'est vraiment construit sur plusieurs années, donc c'est pas arrivé d'un coup. Mais toi, t'as vu l'évolution aussi. Au début, il y avait vraiment... je pense on était sur genre 1000, 2000 personnes qui me suivaient. Là, ça a beaucoup augmenté. Comme Amuse The Voice qui a aidé, on reparlera de ça peut-être un peu après. Ouais. Aujourd'hui, on est à Universal. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi on est là et... Ouais. Du coup, t'as signé chez eux ? Je suis signée en Tours, en gros, chez Vertigo, qui est une branche de Tours pour la tournée donc chez Universal. Et eux, leur travail, c'est de me trouver des dates, me booker et que je puisse faire des concerts, essayer de faire des liens avec des programmateurs, des salles, etc. Et parce que tu viens souvent ici, du coup ? Très peu. Je viens de temps en temps quand on a des petites réunions. Et sinon, le temps de prendre un café. Ou sinon, quand je suis venue ici, c'était surtout pas mal quand il y a des releases d'autres artistes qui sont chez Universal. Parce qu'en fait, au sous-sol, il y a une salle, genre pseudo-salle de concert. Et du coup, quand des artistes sortent des projets, parfois ils font une petite release partie ici. Et tu sais comment ils t'ont repéré ou pas ? Je sais pas du tout comment ils m'ont repéré.
mais je sais que Vertigo ils organisent des drafts avec le pop-up du label. Et en gros, je sais plus si c'est tous les mois ou pas, mais ils sélectionnent 4-5 artistes plusieurs fois dans l'année et ils les font jouer au pop-up. Et c'est des artistes qui généralement ne sont pas forcément signés. Et l'idée, c'est vraiment de les découvrir et tout. Et moi, du coup, ils m'avaient proposé de faire ça en 2022. Parce que du coup, pour revenir un peu sur ton repérage à la base, tu t'es fait repérer pour les vidéos que tu faisais où tu superposais des voix, enfin ta propre voix, et tu faisais des mosaïques un peu pour Instagram. C'est joliment dit. Et ça a pas mal marché en vrai au début parce que tu faisais des reprises. Ça, j'ai commencé au lycée. C'était Angèle qui faisait ça avec l'application Acapella. Et moi, quand j'ai voulu faire ça, l'application est devenue payante. Du coup, j'ai filmé au téléphone et je faisais le montage sur mon ordinateur, j'enregistrais avec mon micro. Du coup, tout de suite, il y avait un côté encore plus travaillé. Et l'idée, c'était de reprendre des morceaux, mais qu'avec ma voix. À la différence d'Angèle, moi, je faisais moins de trucs drôles dessus parce que de moi-même, j'arrive pas trop à être en mode à jouer le truc, enfin, quelqu'un de drôle. Du coup, juste, je reprenais des chansons et des chansons soit hyper basique. J'ai beaucoup fait La Parasite en 2017, je crois, quand Nekfeu il avait sorti son album Les Étoiles Vagabondes. J'avais repris Elle pleut dans la nuit même et je l'avais republié. Et en fait, comme ça venait de sortir, un fan de Nekfeu qui cherchait Elle pleut sur YouTube, il voyait aussi mon truc et du coup, ça me permettait aussi de pouvoir avoir un peu de visibilité. Et dans le meilleur des cas, les artistes voyaient, appréciaient, m'envoyaient un message ou repartageaient. Et c'était vraiment le moment où moi, du coup, j'en faisais vraiment plusieurs par jour. Je faisais une overdose un peu de création de contenu a cappella. Ça me permettait d'avoir un contenu hyper régulier pour que les gens puissent toujours avoir quelque chose de nouveau. Et parfois, du coup, d'être repérée aussi par des personnes qui sont déjà un peu dans le milieu et de travailler ma voix aussi, parce que ma voix, du coup, a énormément mûri pendant ce temps-là, tellement je chantais tout le temps. Et t'écrivais déjà tes propres chansons à ce moment-là ? moment-là, j'écrivais mes chansons. Mais tu les sortais pas ? Quand j'étais au lycée, j'en sortais quelques-unes qui sont pas disponibles parce que je les ai toutes mises en masqué. Et sinon... c'est vraiment après que la chanson est vraiment venue parce que j'ai eu une phase aussi où j'ai fait du théâtre pendant 1 an et quelques et à ce moment-là la musique j'avais plus trop le temps mais j'écrivais mais du coup je sortais rien du tout et on a eu le confinement où je me suis remise à chanter sur les réseaux et depuis j'ai pas lâché. C'est à ce moment-là aussi que t'as commencé à avoir une communauté, des gens qui te suivaient régulièrement, tu sentais qu'il y avait des gens qui regardaient vraiment de vidéo en vidéo ? Je pense que si je prends chronologiquement, quand j'étais au lycée, les gens qui regardaient, c'était vraiment soit des copines, ma famille proche et tout. Ensuite, des gens du lycée qui entendaient parler, qui regardaient, certains qui rigolaient un petit peu, mais gentiment, tu vois. Quand du coup je suis venue à Paris, il y a eu ce truc où ça s'est un petit peu plus propagé. Et ensuite, comme du coup j'ai fait une école, puis après j'en ai fait une autre, puis en fait c'était vraiment du bouche à oreille, etc. Et les reprises justement qui étaient repartagées par... Il y a eu 2 fois McFly et Carlito qui ont repartagé. Du coup, t'as plus 1000 personnes qui débarquent et tu fais 1 million de vues en une journée. Et à ce moment-là, t'es là en mode oulala, je comprends pas ce qui se passe. Il y a eu un petit peu ça, mais c'était vraiment toujours très organique. Il y a eu plusieurs phases de montée. Je me souviens que quand je suis arrivée à 5000 personnes, je me disais waouh, c'est énorme. Et après, en fait, je suis restée à 5000 pendant très longtemps. Et après, d'un coup, tu passes à 14 000, 17 000, et puis il y a The Voice, et tu passes à 45 000. C'est très déstabilisant quand c'est d'un coup. Mais en même temps, comme j'ai eu plusieurs phases, j'en ai discuté avec des potes, et je me suis rendu compte qu'au final, j'avais de la chance que ce soit fait déjà en plusieurs étages. Parce que quand eux, c'était genre plus 10 000 d'un coup, il y a toujours une phase où les gens, après, ils se désintéressent un peu. Et moi, ça, du coup, je l'avais moins parce que j'avais eu l'habitude un petit peu. Et c'était moins vertigineux. Et du coup, niveau musique, en tout cas, ça a toujours été une évidence depuis que t'as 6 ans, genre tu voulais devenir chanteuse ? Ouais, je suis pas originelle pour le coup là-dessus. Avec ma cousine, on jouait aux stars. Genre vraiment, c'était en mode oui, Carla, viens, on joue aux stars. Ok, Nolwenn. Et c'était vraiment genre, on jouait vraiment aux stars. C'était un peu tout. C'était la mode aussi, le cinéma, parce que quand j'avais 10-11 ans, j'ai vu La Guerre des boutons et je me suis dit, mais pourquoi je joue pas dans un film ? En fait, c'est pas normal, je voulais être là. Et du coup, j'ai commencé à m'inscrire à des castings et tout.
tout. J'ai eu beaucoup d'échecs, de non-réponses et tout. Et quelques personnes qui m'ont proposé pour des films étudiants et tout. Et en fait, c'était toujours un petit peu musique, cinéma. Et quand même, pendant que j'étais en cours, genre au collège et tout, je voulais quand même faire plein d'autres métiers. Et je me disais, de toute façon, c'est un rêve d'enfant. Et quand les gens me demandaient ce que je voulais faire, j'étais un peu gênée. Je disais, bah, ça fait un petit peu rêve enfantin, tu sais, genre justifier mon truc. Et sinon, je voulais être archéologue, astronaute et tout, mais je suis pas faite pour la science. Donc je me suis dit, écoute, tu vas faire un truc finalement qui te permet juste d'être épanouie. Et si on prend l'acting, typiquement, je me suis dit, bah, c'est un métier qui me permet de jouer tous les métiers du monde sans faire les études et sans m'en lasser. Et du coup, je me suis dit que si ça vient à moi, ce serait trop chouette. Et la musique, je pense que j'avais pas envisagé vraiment premier degré d'être sur une scène. Et quand c'est venu, je me suis dit, oh waouh, en fait, je peux. Et ça s'est vraiment fait tout petit à petit parce qu'au début, je chantais des poèmes et j'écrivais du rap avec mon cousin. Et un jour, je me suis dit, ah, mais c'est marrant, notre famille, ils kiffent quand on fait ça. Et en fait, je peux écrire mes chansons à moi. Et au début, j'avais rien à dire. Au final, c'est venu au fur et à mesure, à force d'écrire, tout ça. Quand est-ce que c'est devenu concret exactement ? Je pense quand j'étais en première terminale et que j'ai vraiment commencé à écrire vraiment des chansons, en tout cas qui disaient pas rien. Et la deuxième phase où c'est vraiment devenu concret, c'est la phase où justement je faisais vraiment des reprises tout en écrivant mes chansons. J'ai vécu une rupture et là j'ai écrit des chansons par rapport à cette rupture. Et c'était à la phase où je postais beaucoup de reprises sur les réseaux justement, où il y a quelqu'un qui s'appelle Fabrice Martinez qui m'a repéré, qui est le manager de Ben Mazué, et qui m'avait envoyé un message et qui m'avait dit bah on reste en contact et tout. Et à partir de là, du coup, en fait j'ai commencé à vraiment faire des maquettes et tout, et du coup quand on s'est rencontrés, j'avais vraiment des choses à lui présenter. Et ensuite on est resté longtemps en contact et il y a eu ensuite l'étape d'après qui a été de faire un son par semaine pendant un peu plus de 6 mois. Et je pense que là, c'est vraiment devenu concret. Les gens, ils avaient un rendez-vous toutes les semaines sur des thèmes, parce que je demandais en gros à mes abonnés de me donner des thèmes. On en tirait au sort et on faisait un son en une semaine. Enfin, je dis on, mais en fait, généralement, c'était plutôt moi et des proches qui venaient figurer ou participer aussi. Et du coup, là, il y avait un rendez-vous, ouais, les gens étaient là vraiment toutes les semaines. Et je pense aussi que du coup Fabrice, du coup maintenant je bosse avec lui, je pense qu'il y a eu une régularité. Lui, de son point de vue de quelqu'un qui est dans le milieu, il a vu une fille qui a la dalle et qui essaye plein de trucs, et j'ai vraiment essayé plein de styles différents. Du coup j'ai pu voir ce que je voulais pas faire et j'ai pu trouver aussi un petit peu ce qui me plaisait, tout ça. Et je pense qu'à partir de là, c'est vraiment devenu concret parce que c'est là où on a commencé à parler de possibles signatures en édition, etc. Et de se dire, en fait, ça peut être possible. Et c'est là où ça a rassuré mes parents aussi. Le fait que dans le milieu, il y ait quelqu'un qui me propose de travailler avec moi, du coup d'investir pour mon projet et ma musique. Je pense que là, elle s'est dit, ok, ça devient sérieux. Parce que ma mère était un peu inquiète. Elle me souhaitait de ouf de faire ce que je veux, mais tant qu'il n'y a pas un contrat, quand ta maman elle est instite, elle se dit juste mais qu'est-ce qu'elle fait ma fille. Et du coup ça a rassuré, et c'est là où je pense que c'est vraiment devenu quelque chose. Surtout que là j'étais au conservatoire du 19e en théâtre et j'ai arrêté parce qu'en fait c'était le moment où en fait ma musique prenait vraiment de l'ampleur en sous-marin, pas forcément sur les réseaux, mais ça demandait vraiment beaucoup de travail et j'arrivais plus trop à jongler entre les deux. T'étais pas au cours Florent ? J'ai fait Florent pendant 1 an. Ok. Après, j'ai fait une année de césure parce que j'allais pas bien. Après, j'ai repris Florent pendant genre 2 semaines. J'ai tenté le conservatoire du 19e en me disant, je sais pas trop. Et en fait, j'étais prise au 18e et au 19e. Je suis allée au 19e. Et en fait, au bout de 6 mois, j'allais de nouveau pas bien. Et la musique prenait beaucoup de place. Et du coup, je me suis dit, on va faire un choix. J'en ai parlé à mon prof qui m'a dit, arrête-toi. Il m'a dit juste tu t'arrêtes parce que en fait ce que je lui ai expliqué c'est je lui ai dit j'ai plus envie de jouer parce que j'ai l'impression déjà que je prends pas de plaisir et que c'est pour m'échapper à moi-même un peu. Il m'a dit là c'est pas le bon truc, il m'a dit en fait il faut que tu te reposes parce que jouer c'est du plaisir, tu peux pas venir et ne pas avoir envie de jouer et te forcer. Et lui il m'a dit qu'il avait pas joué pour lui-même depuis genre 7 ans à ce moment-là. Il me dit en fait il faut vraiment juste que tu prennes du temps pour toi et tout.
Et du coup, là, j'ai de nouveau arrêté. J'étais à fond dans l'écriture, à fond. Et il y a eu un peu une petite descente aux enfers à ce moment-là. Mais en même temps, c'est le moment où j'ai aussi pu du coup me concentrer vraiment sur quelque chose à 100%. Et j'ai un peu tout exorcisé dans la musique, du coup. Donc t'avais quand même des grosses ambitions niveau acting Ouais, et à cinéma. la base, c'est vraiment du 50-50 musique-cinéma. Ok. De mes 10-11 ans à mes 18 ans, je faisais des courts-métrages. Je demandais à des gens de ma classe ou des super copines de venir. Mon papa filmait, ma famille. Ma sœur faisait des robes, genre style année 1800, en 2 jours avant le tournage. Et je faisais des films avec des scénarios un peu bancals. Mais c'était mignon. Puis là, du coup, j'ai vu que tu t'étais chauffé pour faire 2 Nikon Festival, ouais, enfin mais Film on les Festival a cette année. vraiment fait avec les moyens du bord. Ouais. Oui, mais du coup, ça montre que t'as encore cette envie-là, quoi. Ouais, en fait, pour le coup, comme là, j'ai trouvé aussi des gens qui sont motivés là-dedans. Parce qu'au début, c'était vraiment moi toute seule. Et c'est dur tout seul de te dire, ok, j'écris un scénario, je fais des costumes, je prévois le tournage. Enfin, en fait, je faisais tous les métiers du cinéma sans vraiment les connaître et sans savoir les faire. Ça s'appelle youtubeur aujourd'hui. Ça s'appelle youtubeur totalement. Ouais. Du coup, à un moment, c'était trop. Et là, comme je rencontre des gens qui, du coup, aiment faire ça, c'est agréable de pas tout gérer. J'ai eu des tournages aussi avec des étudiants de la Cinéfabrique. Et du coup, j'ai gardé contact un peu avec eux. Et ça, c'est cool parce que eux, ils sont plus côté technique, réel. Et comme moi, en vrai, au milieu de tout ça, c'est vraiment l'acting qui me plaît le plus. Moins la réalisation, du coup. Je pense que la réelle, ça me plaît, mais plus tard. Ouais. Je sais pas si c'est... J'ai l'impression qu'il y a un peu les deux types de personnes. Il y a ceux qui veulent faire à fond acting puis réaliser et ceux qui font dans l'autre sens. Mais en même temps, la réalisation est hyper importante sur mes clips. Je fais un peu tout quand même. Enfin, quand tu veux toucher à tout, c'est trop dur de se retenir, quoi. D'ailleurs, ça me fait un peu penser à... Je sais que c'est une grosse rêve pour toi, mais à Billie Eilish qui fait... tout sur sa DA, c'est assez ouf. Elle est réelle, elle écrit, elle chante. Vraiment, là, j'ai un peu piqué, c'est ce truc, mais je pense qu'en vrai, c'est pas elle qui l'a inventé. Quand t'as une idée en tête, tu le filmes avec ton téléphone avant et tu dis voilà, mon plan, je veux que ce soit vraiment ça, ensuite on passe ici, ensuite ça, et tu te fais une espèce de mini-montage avant pour montrer. Comme ça, la personne qui filme ensuite, elle sait parfaitement et elle peut vraiment comprendre ce que tu recherches. Ça, j'ai remarqué que je le fais beaucoup. En fait, je suis hyper sensible aux images. Genre, une image d'architecture, ça me détend de ouf. Et je me dis, ok, donc il faudrait trop qu'on fasse un truc avec ça et tout. Et avec des perspectives un peu cheloues. Même jusqu'à une texture de vêtements. Je trouve que c'est hyper important à l'image. Et c'est là où je pense que le cinéma et l'image, et la musique se rejoignent. C'est que tu peux chanter et en fait, tu peux montrer ce que tu veux. Et de la musique à l'image, je veux trop en faire un jour aussi. Ok. Genre, ce serait trop bien. Ouais, trop bien. Parce que du coup, t'as aussi composé la musique des 2 courts-métrages. Ouais. Bon, c'est à ampleur minime. Ouais. Mais bon, c'était une première expérience, j'imagine. Ouais, puis tu vois, même le truc de faire quand je chante a cappella, je me dis que dans un film, genre même dans un jeu vidéo et tout, t'as toujours une voix de femme un peu angélique ou une voix de femme vraiment hyper grosse voix. Moi, ça, j'ai pas, mais t'as souvent des vocalises, des trucs, et ça demande pas de savoir parler une langue ou une autre, ça peut vraiment juste être une petite voix un peu un ange ou un truc un peu maléfique. Et ça, je kifferais trop poser ma voix dans des choses comme ça, ou dans les BO de films, il y a beaucoup de chorales et tout, et ça, c'est un truc que je trouve que je pourrais grave aussi investir. Et en même temps, comme c'est ma voix, c'est mon univers, ça peut être aussi toujours un peu cohérent avec ce que je fais. Et en même temps, ça me permet aussi d'explorer d'autres choses. Je pense qu'on arrive au moment où on parle un peu de ton boom, entre guillemets, où donc t'as participé à The Voice. Ouais. Moi, je me rappelle avoir vu l'annonce, j'étais là en mode « Oh, waouh !» genre dinguerie un peu. The Voice, ce qui est marrant, c'est que je ne voulais pas. Et tu sais, les gens, quand tu chantes sur Internet, toutes les personnes qui chantent sur Internet, il y aura toujours un jour quelqu'un qui leur dira « Ah, mais pourquoi tu fais pas The Voice ?» Et moi, j'étais là en mode « Mais j'ai vraiment pas envie, ça m'intéresse pas. » J'ai grandi sans télé. Je n'ai pas regardé The Voice, ou sinon, les choses que j'ai regardées, c'était les compiles. Tu sais, les compiles 4 sièges qui se retournent, les compiles genre avec les prestations les plus impressionnantes et tout. Et moi, c'était pas trop mon truc. Et c'est à un moment, donc là, à ce moment-là, je suis signée avec Fabrice Martinez, donc chez French Flair. Donc on est 2 ans après que je les ai rencontrés, etc., que j'ai fait un son par semaine. Et je fais des chansons, mais plutôt en sous-marin. Enfin, pour l'instant, je les fais pour moi et je continue à faire des reprises. Et
je fais plus que ça, je fais pas d'études. Et je reçois un message sur Instagram d'une fille qui bosse du coup pour The Voice, qui s'appelle Pauline, et qui me propose, en gros, qui me dit qu'ils sont intéressés et tout. Et à ce moment-là, je me dis, ok, alors c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Et puis je suis signée quelque part. Et du coup, j'en discute avec mon équipe. Et on se dit que ça peut être intéressant, mais qu'il faut vraiment que je puisse le faire en étant moi-même. Et du coup, qu'on s'en serve vraiment même comme un boost de visibilité, justement. J'ai un projet, je travaille dessus, donc je vais chanter, je vais y aller en étant le plus moi. Donc j'ai fait mes vêtements, j'ai fait ma musique, etc. Faire le plus possible et se dire, c'est un moment où ça peut me donner de la visibilité et ça peut permettre aux gens de me découvrir et s'ils aiment de rentrer dans mon univers. Et du coup c'est vraiment la principale raison pour laquelle j'y suis allée au début. Il y a eu plein d'étapes avant de casting et tout, où on a dû sélectionner une chanson, etc. Et après je me suis pris au jeu. Parce que quand t'es sélectionné, tu te prends au jeu quand même et t'as pas envie que ça s'arrête. Et ça a mis un gros boost de visibilité aussi. Il y a eu les effets positifs et il y a eu les effets négatifs aussi du coup, il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont en mode « Ah, c'est la fille de The Voice. Ah, mais c'est bon, c'est trop bien ta musique, ça marche. » Et moi, je suis en mode « En fait, c'est juste une étape. » Et en fait, quand tu finis The Voice, peu importe à quelle étape t'es, quand ça s'arrête net. Et si t'as rien pour rebondir, c'est pas ouf et c'est pas agréable. Et moi j'avais de la chance du coup d'être entourée et on a vraiment écrit ce truc de ok, je suis prise, trop cool, et du coup j'ai des chansons qui sont finies et on va faire en sorte de les sortir quand je sors de The Voice, comme ça les gens ils auront tout de suite quelque chose à laquelle se raccrocher et Noshka ce sera pas oublié en mode The Voice 12 2023. Et ils auront tout de suite quelque chose à écouter. Et s'ils accrochent vraiment à l'univers, ils auront des infos vraiment. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que j'ai commencé avec The Voice et qui savent pas que justement je faisais des covers a cappella avant. Et je me rappelle avoir eu une discussion avec Anna, qui avait participé à The Voice avec toi, et qui pareil disait putain, derrière The Voice, c'est compliqué parce que t'es pas pris en charge comme tu l'espères et faut se battre quoi. On a ce truc, je pense, quand on est dans le public où on se dit trop bien, c'est de la visibilité, mais en fait c'est de la visibilité pendant un temps et en même temps dans la musique c'est hyper, je trouve, divisé. Toutes les équipes qui bossent justement avec The Voice peuvent continuer à t'emmener, te pousser plus haut, et en même temps il y a toute la musique aussi qui se dit ah c'est quelqu'un qui a fait The Voice, et il y a aussi l'aspect je pense c'est pas négatif, mais c'est une étiquette. Et je pense que quand tu bosses avec un artiste qui a une étiquette, c'est dur de s'en défaire. Et du coup, il y a beaucoup de ça. Et puis, Anna, justement, elle était en full solo. Full solo avant, full solo après. Et du coup, c'est hyper dur de rebondir toute seule quand t'as vraiment même pas le moyen de diffuser, par exemple, une musique sur une plateforme, etc. Il faut protéger ta musique. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu, en fait, que quand t'es tout seul, je pense que c'est très très dur de rebondir. Il y a ceux qui font The Voice parce que c'est leur plus grand rêve, et il y a ceux qui le voient comme un truc stratégique et une aventure. Et j'ai rencontré des gens trop cool du coup aussi là-bas, genre Anna et d'autres personnes. Il faut prendre le positif, et je pense que, mais c'est un peu comme tout, il faut prendre le positif et essayer de pouvoir bien rebondir à côté. Enfin, si ton but c'est vraiment de chanter sur scène après, il faut pas, je pense, s'enfermer dans le truc de reposter tout ce que t'as fait à The Voice, etc. En mode c'est un passage et ensuite la vie elle continue. Pour revenir quand même sur ton aventure à toi, effectivement moi j'ai l'impression que ce qui a été retenu de ton aventure c'est ta DA, et effectivement le fait que t'aies été la meuf qui proposait ses propres instrus, ses propres même du coup ses propres créas, vêtements, et la meuf hypersensible. La meuf hypersensible. Ouais, il y a eu beaucoup ça qui a marqué les esprits, mais je pense qu'en fait l'audition à l'aveugle c'était ce qu'il fallait. Enfin, c'est vraiment, j'ai fait l'instru, j'ai mes vêtements, et puis j'ai un look un petit peu atypique. T'as hésité toi à faire ça ? Tu t'es posé la question de faire comme tout le monde ? Alors non, parce que j'ai eu un moment quand j'ai du coup arrêté les études et que j'ai beaucoup fait ma musique toute seule, où j'ai pas eu trop conscience, tu sais, j'étais pas genre en cours en me sentant un peu comme finalement quelqu'un qui casse un peu les codes. Quand j'étais au lycée, j'étais vraiment genre parmi les meufs, enfin c'est pas populaire, mais les meufs jolies et qui font tout pour être à la mode, et qui du coup sont pas genre les personnes qu'on regarde pas trop parce qu'elles sont timides et discrètes. Et je me suis rendu compte que j'avais changé de look vestimentaire quand je suis passée à la télé,
parce que justement les gens étaient en mode, enfin j'ai conscience que par exemple quand je fais mes vêtements qui sont différents et tout, j'avais pas conscience de à quel point c'était différent. Et je crois que c'est à la télé quand ça a été fait, justement pendant les tournages de The Voice, où j'ai perdu confiance en moi. C'était horrible parce que j'ai eu un truc où je me suis dit en fait je suis pas comme les autres, mais c'était pas en mode je suis pas comme les autres, haha trop cool, c'est en mode les filles elles aimaient trop se mettre en talons, être trop fraîches et tout, pousser la voix, et moi à ce moment-là j'étais en mode waouh, j'ai l'impression que je suis un ovni, et en même temps eux ils me complimentaient aussi pour qui j'étais et ce que je faisais. Moi j'y suis allée en me disant je vais être moi, et là-bas je me suis dit oh waouh, en fait ça me déstabilise parce que je sens qu'il y a des choses qui sont pas pareilles, notamment ma motivation là-bas. Moi c'était pas de gagner, il y en a c'est leur rêve, il y en a ils sont là, ils veulent faire The Voice depuis tout le temps parce qu'ils le regardent depuis qu'ils sont petits à la télé, et moi je savais, moi j'étais juste là en mode ok, trop cool, j'essaye un truc. Du coup tu parlais d'hypersensibilité, t'as envie d'en ouais, je parler un parler. peu? Mais en fait c'est même pas l'hypersensibilité c'est un symptôme en soi. Je suis tombée en dépression et je suis sensible comme énormément de gens en fait, et je pense comme énormément de personnes qui font de l'art, parce que c'est un moyen d'expression, donc je pense que toutes les personnes qui font de l'art elles ont une sensibilité quelconque. En plus quand j'ai dit je suis hypersensible, ça a été beaucoup repris parce que c'est la phrase qui a marqué. C'est un symptôme de la dépression, juste de tous les humains, et d'un trouble. Moi pour le coup, mon cas, c'est le trouble de la personnalité borderline. Mais le truc, c'est que c'est très très dur. Enfin, ça, je pourrais en parler pendant 10 ans pour expliquer vraiment précisément ce que c'est. Et du coup, je préfère dire, voilà, tu ressens tout très fort. Tu as une pensée un peu en tout ou rien. Tu ressens tout plein de positif et après, tu ressens plus rien. T'as un gros sentiment de vide. Du coup, t'as des phases où t'as un état dépressif qui peut être très accentué, et après ça va beaucoup mieux. Et dans les périodes de crise, en gros, j'essaie vraiment de le dire avec des mots pour que ça puisse toucher tout le monde. Tu peux te sentir très persécuté dans une période de crise, tu peux faire un peu de paranoïa, etc. Et tu peux avoir des comportements autodestructeurs. Mais tout ça, c'est à l'état de trouble, c'est-à-dire que c'est que des symptômes qui touchent beaucoup de gens, et en fait à un certain niveau du coup on va te le diagnostiquer. Et moi du coup ça c'est ce qui s'était passé, mais je me suis dit qu'à la télé si j'explique ça, c'est trop dur, il n'y a pas de psychiatre pour expliquer sur le plateau de The Voice, du coup c'est hyper dur. Du coup j'ai dit hypersensible pour que les gens qui se sentent juste les choses très très fortes puissent se retrouver sans rentrer trop dans les détails non plus. Mais parce que du coup l'hypersensibilité, la dépression, c'est des sujets que tu abordes aussi ouais. littéralement dans tes chansons. Ouais. Est-ce que toi ça a été un moyen aussi d'affronter le truc? Ouais. En gros, au lycée j'ai commencé à avoir une dégringolade. À ce moment-là je fumais beaucoup des cigarettes magiques. Je commençais à écrire, mais pour le coup pas des chansons, c'était vraiment mon journal intime. En fait j'exorcisais tout. Je voyais une psychologue qui me disait bon bah voilà c'est l'adolescence, c'est normal. Et quand je suis arrivée à Paris, c'est là où je me suis pris beaucoup de choses dans la figure. J'ai eu, je pense, une période vraiment de je sais pas comment je me sens. Il y a eu le confinement et après ça a été une dégringolade. Pendant que je faisais un son par semaine, je vois des images. Je suis hyper solaire, mais en fait là je sais que je me souviens que c'était le plus profond. J'ai passé un été, je me souviens de rien parce que je sais que j'allais pas bien, je me souviens juste de rien. Et après j'ai été hospitalisée du coup en clinique psy parce qu'en fait j'ai appelé les urgences, j'étais toute seule dans mon appart à Paris. Je leur ai dit voilà là ça va pas du tout. Je leur ai expliqué ce qui se passait dans ma tête et surtout que en fait là j'avais l'impression que la seule issue c'était pardon c'est hyper sombre, c'était de mourir, mais c'était pas genre mourir pour mourir, c'est mourir pour plus ressentir tout ça. Et du coup je leur ai dit je sais que genre l'issue c'est de vous appeler parce que je sais que vous pouvez m'aider. Et du coup ils m'ont fait venir aux urgences psy au nord de Paris et tout, et j'ai appelé ma mère et je lui ai dit maman ça va pas, je vais à l'hôpital. Et ma mère elle était en mode mais qu'est-ce qui se passe et tout, et je lui ai dit non mais en fait juste j'y vais, faut que tu sois au courant. Si je réponds pas là dans l'après-midi et tout, c'est juste normal. Et là-bas, ils m'ont dit que j'avais peut-être un trouble anxieux généralisé. En tout cas, que j'avais une anxiété vraiment très très grosse. J'ai eu un médecin qui m'a prise au sérieux. Parce qu'avant, j'ai eu des médecins qui me disaient c'est la jeunesse, non mais prends des anxiolytiques. Et c'était là en mode mais en fait, là, monsieur, j'ai envie. Je me sens très très mal, je ressens plus rien.
Et du coup, j'ai été hospitalisée. Là, on a commencé à poser des mots. Et quand je suis arrivée à la clinique, je pense que j'ai écrit plein de chansons. Tout est sorti. C'est là où on a posé justement des mots, genre sur le trouble, borderline. Et à ce moment-là, j'ai pleuré. Je me suis dit, oh waouh, genre j'ai ça pour toute la vie. Mais ça peut s'arranger parce que si je travaille sur moi, ça va s'arranger. Et en même temps, j'ai pleuré aussi parce que je me suis dit, oh waouh, c'est pour ça que ma vie, en fait, elle est chaotique comme ça. Et du coup, la musique, là, ça a été vraiment un exutoire. Enfin, l'écriture, en fait, en général, parce que j'ai aussi écrit des trucs, je sais pas si ce sera un livre ou pas, mais ça a vraiment été un exutoire. Et quand je suis sortie de cette première hospitalisation, je l'ai dit sur les réseaux sociaux. J'ai dit, voilà, je sors de 3 mois d'hospitalisation. Si vous vous sentez pas bien, essayez de demander de l'aide. Je suis pas sortie en mode ça y est, tout va bien. Mais en fait, je me suis rendu compte en plus à ce moment-là que j'avais perdu beaucoup de poids. Enfin, quand j'étais en clinique, je pesais 39 kilos. Mon poids de base, c'est 50. Et je me suis rendu compte que j'étais tombée dans de l'anorexie mentale, mais je me rendais même pas compte. Et mes proches le voyaient pas parce que je m'habillais large. Et après, il y a eu The Voice. Et là, par contre, j'ai pris plus 15 kilos. Et tout l'inverse. Et de nouveau des émotions très très fortes. Du coup, j'ai pris l'habitude d'en parler sur mes réseaux, mais toujours avec du recul. Genre, si j'en parle, c'est que je l'ai digéré. Parce que j'en parle pas pour recevoir des messages, ça me gêne de ouf. Et je veux pas inquiéter parce qu'il y a des gens aussi qui sont très attachés à mon image sur les réseaux. Et il y a des gens, si je poste pas pendant une semaine, ils vont être inquiets, ils vont se dire mais ça va et tout, parce que comme ils savent que j'ai déjà parlé de santé, ils se disent mince mais ça se trouve c'est la fin, elle va pas bien du tout. Et en fait non, juste j'ai ma vie, mais j'essaye d'en parler, mais toujours pour pas affoler les gens, mais juste plutôt pour essayer de, comment dire, tu sais, de donner des outils. Toi, t'as l'impression que la santé mentale aujourd'hui c'est encore un sujet qui est trop tabou? Pour moi, c'est pas un sujet tabou, mais en fait, c'est un sujet dont on ne parle pas bien. On en parle, mais comme selon les générations, on prend plus ou moins au sérieux la douleur des autres. En fait, je pense que c'est même pas un truc de génération, c'est vraiment juste un truc d'égoïsme de tous les humains qui, peu importe s'ils vont bien ou mal, ça met mal quand t'as un proche qui va mal. Et du coup, ça peut faire peur. Et moi, je suis pas trop d'accord avec ce truc de... la génération des années 2000 souffre, etc. Enfin, nos parents, ils souffraient, et nos grands-parents, ils souffraient aussi, juste à d'autres niveaux, et ils avaient peut-être moins juste le réflexe d'en parler. Après, oui, quand j'étais hospitalisée, je me suis retrouvée face à des personnes de 60-70 ans qui me disaient « Mais pourquoi t'es là? T'es jeune, t'as une belle vie, profite !» Et moi, j'étais en mode « Bah non, justement, c'est parce que je suis jeune et que là, j'ai le mal de vivre que je suis là. » Et tu te prends quelque chose dans la figure. Je pense qu'on en parle beaucoup, mais je pense qu'on n'utilise pas forcément les vrais mots. Je pense que être en mode ouais, je suis une chanteuse, je parle de dépression, prenez soin de vous, soyez hyper bienveillant, ça peut étouffer. Et en même temps, ne pas en parler, c'est pas possible. Mais je sais pas s'il y a une bonne manière d'en parler, en fait. Parce que j'ai pas envie d'être là en mode je fais des chansons sur la santé mentale, parce que je fais pas des chansons sur la santé mentale, je fais des chansons sur mes émotions, et il se trouve que plein de gens se retrouvent dedans. Je pense à un abonné en particulier, il a 71 ans, il m'envoie des messages, il me dit ta musique elle me touche, ça me fait du bien, je me reconnais. Et en fait c'est pas un truc forcément que générationnel, je pense juste qu'on apprend à ouvrir le dialogue sur plein de choses. Et là c'est la santé mentale, mais tout comme l'orientation sexuelle et tout, c'est juste... on casse les tabous. Pour moi, c'est plus tabou. Mais je pense que comme on en parle beaucoup, ça emmerde ceux qui veulent pas en parler. Oui. Et ceux qui sont dans le déni. Et il y a surtout des gens qui ne savent pas ce que c'est que d'aller mal. Moi, ça, c'est un truc qui me fascine. Genre, tu sais, il y a des gens, ils savent pas ce que c'est. En mode juste, ils ont des mauvaises journées, mais ils savent pas ce que c'est que de vraiment plus rien ressentir. Ou que de se dire oh waouh, en fait je suis attirée genre par j'aime les filles, comment je vais le dire à mes parents, qu'est-ce que ça va, si je l'assume il va y avoir de l'homophobie peut-être, et tout ça c'est des questions qu'on se pose maintenant parce que c'est pas interdit alors qu'avant c'était interdit, c'est débile. On se pose des questions et du coup ça nous remue plus, et il y a des gens ils se les posent pas, ça me fascine. Donc ton dernier EP s'appelle Je vais bien. Ouais. Donc tu vas mieux. Le pays il est d'il y a 1 an. Okay. Et en fait
c'est un petit peu sarcastique. Il s'enchaîne d'ailleurs avec C'est pas si grave. Le premier, il s'appelle C'est pas si grave, Je vais bien. Et en fait, c'est Je vais bien avec une cover hyper colorée et un journal justement où avec une photo de moi un peu en mode mode et écrit Je vais bien, et moi qui est vraiment genre comme ça. Et en fait, c'est un peu ce truc de... Tu sais, quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu dis salut, ça va? Tu dis ouais, ça va et toi? Et en fait, après, tu t'assois, tu bois le café, tu fais ça va? Et en fait, je me dis, mais pourquoi on demande toujours 2 fois? Pourquoi on répond automatiquement? Et si je dis ça va pas, ça va mettre un malaise. Et du coup, je me suis dit, on a tous ce truc de je vais bien pour rassurer les autres et pour se rassurer soi aussi. Et du coup, je me dis, je vais l'appeler Je vais bien, mais je vais pas montrer que je vais bien sur la pochette parce qu'en fait, je sais pas trop. Et en même temps, ce que tu dis dans les sons, t'assumes complètement ta part difficile dans tes textes, et en même temps on sent que tu tends vers quelque chose de plus positif, de plus optimiste. La dernière chanson sur la plage où tu parles notamment de, tu sais que t'es né pour écrire des chansons tristes, mais qu'en même temps t'aimerais bien faire des chansons plus positives, quoi. J'ai essayé de faire des chansons plus positives, mais pour l'instant les seules que j'ai trouvées, c'est pas positif, c'est de la colère. Je suis dans une phase où quand j'écris en ce moment c'est de la colère, donc c'est des chansons un peu plus puissantes, où genre je dis je suis forte, etc., j'avance, mais c'est en vrai des chansons c'est vraiment de l'auto-persuasion aussi parfois. J'ai essayé d'écrire des chansons positives, mais ça me fait pleurer parce que j'y arrive pas. Et du coup, je me retrouve à écrire des chansons où je dis putain, j'en ai marre, j'arrive pas à écrire du positif et tout. Et en fait, j'ai essayé, mais c'est vraiment fondamentalement pas possible pour moi actuellement. Mais parce que quand je vis un truc positif, je peux pas le raconter. Je sais pas écrire le bonheur, mais je ressens le bonheur à plein de moments. Et là, par exemple, je passe un trop bon moment. Mais je pourrais pas l'écrire, je pourrais pas dire... je trouve pas de mots. Pour moi, j'ai l'impression que c'est niais, etc. Du coup, je préfère écrire le chaos. Comme ça, c'est l'EP qui est sorti il y a 1 an. Depuis ma musique, j'ai fait beaucoup de recherches, un petit peu, et d'essais. Et je me rends compte que j'ai pas mal de musiques qui partent un peu plus dans des trucs électro. Il y a des inspi un peu de techno aussi. Et c'est dansant. Et je me dis qu'en fait, si c'est dansant, ça peut te donner des hormones, genre de bonheur et de puissance, etc. Et du coup, ça peut équilibrer. Et ça, c'est marrant, c'est un truc aussi qu'on me dit quand je sors de concert. Le public vient me voir et me disent waouh, t'es vachement triste, mais en même temps, il y a quand même. Non, mais. T'es vachement triste. Je te jure. Quand je sors de concert, il y a des gens qui me disent oh, faut que t'essayes de faire des trucs joyeux quand même. Et moi, je suis en mode mais j'essaye, mais en même temps, bon, voilà. Et il y a quand même des gens parfois qui disent c'est fou parce que il y a un truc très sombre, mais il y a toujours un petit truc lumineux. Je saurais pas l'expliquer, je sais pas si c'est les mélodies, si c'est juste ma personnalité. Je dis des choses sombres, mais quand je suis avec des gens, je suis pas en train de faire la gueule en mode la vie est horrible. Et je suis plutôt solaire, je pense. Je pense que du coup, il y a un équilibre qui se fait. Bon, j'ai donné un coup de boule au micro. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre qui se fait, qui fait que les gens, quand ils sortent, ils sont pas le moral trop lourd. Mais je saurais pas l'expliquer par contre. Et puis c'est ce que tu disais, mais tes dernières chansons sont plus dansantes. Et toi, tu danses sur scène. Alors, je me rappelle qu'aux Étoiles, tu t'étais flingué le mollet. Ou je sais plus ce qui t'était arrivé, mais du coup, positif. Ça veut dire que t'as trop dansé et que tu mets une énergie positive dans tes concerts. Mais donc, je comprends qu'on retienne ça et que ça soit peut-être un peu surprenant en t'écoutant à travers tes EP, tes chansons et tout, et de te découvrir en concert où tu mets une grosse énergie. Moi, j'avais adoré le concert. C'était trop bien. Oui, en fait, en plus c'était le premier où j'osais bouger. Avant ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé. C'était le premier. Depuis, je pense que ça a un peu évolué encore. J'ai discuté avec une copine récemment qui m'a dit mais je l'ai rencontrée il y a pas très longtemps. Elle me dit mais t'as du mal à parler en regardant les gens droit dans les yeux. Et moi j'étais en mode putain, la première personne qui me le dit. Et en fait je me rendais compte que quand je connais pas trop les gens, j'ai beaucoup de mal à les regarder dans les yeux quand je parle. Et en fait quand je sors de concert, par contre, je suis hyper avenante avec les gens. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y a ce personnage de moi, enfin genre il y a la version de moi un peu introvertie et très pudique et très renfermée, etc. Et il y a la version de
c'est pas je joue un personnage, mais je joue la version de moi pseudo-confiante ou confiante. Et sur scène, je pense que les gens voient les deux. Il y a la vulnérabilité et il y a le côté aussi léger, en fait, j'essaye vraiment d'apporter de la bonne humeur et une bonne énergie aux gens, parce que si je chante une chanson horrible et qu'après je me mets à pleurer et que je fais une crise d'angoisse sur scène, enfin t'imagines la pagaille, faut savoir faire l'équilibre, quoi. Et il y a cette énergie. Maintenant j'essaye de bouger, mais j'ai du mal parce que j'aime pas ma gestuelle, mais les gens la trouvent cool, donc je me dis qu'il faut que je l'accepte. Mais effectivement, les concerts, ça provoque souvent une adrénaline qui te donne une confiance en toi derrière. Alors moi, je monte pas sur scène, mais j'ai souvent l'occasion en ce moment de faire des trucs en rapport avec le spectacle vivant, en tout cas. Et effectivement, quand tu sors de là, putain, t'es une pile électrique. T'es une pile électrique, et ce qui est marrant, c'est que je trouve que ça peut être du positif comme du très négatif. T'as vraiment la descente de scène, genre... Des fois, je sors et je suis en mode « putain, c'était trop bien et tout, j'ai envie de faire la fête ». Et d'autres fois, je suis rincée. Et j'en ai parlé avec mon musicien Tom. Il y a eu une fois, on s'est retrouvés tous les deux dans la loge après. Et moi, je lui ai dit « En fait, Tom, là, je me déteste ». Et il m'a dit « Mais t'inquiète, moi aussi ». Et on sait pas pourquoi. Je pense qu'il y a le côté redescente et le côté... tu te sens pas légitime parfois aussi de recevoir autant d'énergie positive, genre on n'est pas fait forcément pour ça, et du coup le corps il peut être, du coup il essaye de se protéger, et d'un coup t'es là en mode oulala, 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 et en même temps parfois c'est vraiment incroyable, et t'as envie de remonter, t'as pas envie que ça s'arrête. Bah écoute, on va devoir conclure à mon avis, pour parler un peu de la suite. Est-ce que donc t'as des sons qui sortent? Il va y avoir un album qui sort en juin, mais c'est le début de quelque chose. C'est un projet que j'ai écrit pour qu'on puisse le vivre dans le temps. C'est comme si genre on ouvrait la porte d'un univers en juin, et tu comprendras. Album concept un peu? Un peu album concept. Ok. C'est un album que les gens vont pouvoir vivre comme une série, en fait. Donc il y aura une première partie et on verra jusqu'à où ça va. Ok. Voilà. J'ai très hâte. Merci Noshka. Merci à toi. Merci beaucoup à toi. Suivez-la sur les réseaux. Et merci d'avoir écouté et regardé jusqu'à maintenant. Je suis trop contente d'avoir pu faire cet échange. Avec plaisir. On se refait ça quand tu veux.